Bonjour, je m'appelle Hélène Desliens et j'ai été en quelque sorte chef d'orchestre pour T'inquiète. L'inclusion numérique, l'enjeu, c'est que le numérique ne soit pas un facteur excluant, n'écarte pas une partie de la population, que ce soit pour l'accès aux droits, évidemment c'est le plus important, mais aussi pour tous les autres sujets du quotidien. Les Bruits de la rue, c'est une association, un collectif de citoyens, et nous avons décidé il y a quelques années déjà de nous regrouper pour réfléchir autrement et ainsi agir différemment contre les précarités. C'est une app légère qui a pour vocation de faciliter l'accès à des contenus en ligne, qu'ils soient de première nécessité ou de l'ordre des loisirs. L'objectif, c'est de lever quelques freins et de donner envie surtout d'aller plus loin et de se débrouiller sur le numérique de façon autonome, d'y aller seul. Alors, on a sélectionné des contenus de première nécessité ou pas, et ces contenus, ils sont de qualité, gratuits et de proximité. Et ils sont restitués de façon très visuelle, en 9 langues, et avec un accompagnement vocal pour répondre au public en situation d'illettrisme. On a constitué une équipe riche de personnes qui connaissent et qui sont compétentes pour pouvoir comprendre et répondre à ces publics auxquels nous nous adressions. Donc il y a Interlude, qui est une association d'éducation populaire, il y a le GIP Bordeaux Métropole Médiation, l'Atelier Graphite, la Maison de quartier du Tozin, Bordeaux Métropole, la mairie de Bordeaux, les experts en ergonomie et en informatique de Marco Polo et évidemment les Bruits de la rue. Ça a été en fait un véritable déclencheur. Il y avait des conseils et des injonctions de toutes parts, attestation de sortie, sport, école à la maison, les SOS détresse en tout genre, les distributions alimentaires, bref, tout se trouvait en ligne. Mais pour quelqu'un qui n'utilise pas Internet, c'était une véritable jungle. Donc on a décidé, du coup, de faire ce projet pour les aider. Alors ce message, en fait, c'est tout simplement une invitation. T'inquiète, c'est une application qui est en version expérimentale, une sorte de version bêta. Et l'enjeu, c'est que justement, on puisse la faire évoluer, cette application, et qu'elle soit la plus pertinente possible par rapport aux besoins. Donc il faut qu'elle évolue avec l'aide de tout le monde. Bonjour à vous tous, merci d'être présents sur cet atelier en ligne, atelier qu'on a voulu participatif. L'idée de ces ateliers, la manifestation, c'est de pouvoir échanger avec le public qui sera connecté sur différents sujets. En l'occurrence, le sujet d'aujourd'hui, vous l'avez compris, c'était T'inquiète, cette application qui vient d'être réalisée par les Bruits de la rue avec un certain nombre de collaborateurs divers et variés. Je vais laisser la parole à Hélène Desliens qui se présentera et ensuite à Mathieu Deliège qui est avec nous autour de la table. Hélène, donc, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur cette application déjà, où est-ce qu'elle en est, comment elle a été réalisée, et on parlera peut-être après de ce qu'elle va devenir. Oui, bonjour à tous, merci Gilles pour cette présentation. Donc je suis Hélène Desliens, je co-préside de l'association Les Bruits de la rue et je travaille dans le numérique depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Et donc je sais aujourd'hui quels sont les projets qui sont voués à l'échec. Ça ne veut pas dire qu'on sait bien les réaliser, mais on sait ceux qui ne fonctionneront pas. Et là, effectivement, dans le cadre du confinement, on a essayé de mettre toutes les chances de notre côté pour que les personnes qui sont le plus éloignées du numérique puissent utiliser et accéder à un certain nombre de contenus. Et puis, une fois qu'on avait fait ça, on s'est tous décidés à poursuivre l'aventure en se disant que même hors confinement, de toutes les façons, il est important d'essayer de débroussailler le sujet, de donner une autre image qu'une espèce de jungle technique, technologique du numérique et d'apporter petit à petit des contenus qui sont pertinents et qui donnent envie de creuser. Voilà. Peut-être qu'on peut mettre la présentation. Parfait.
Alors, cette application que nous avons appelée T'inquiète, elle a pour vocation vraiment à faciliter le quotidien. Elle n'a absolument pas la vocation de remplacer un Google ou un autre moteur de recherche ou un super portail qui fournissent beaucoup de contenu de façon exhaustive. En fait, on a simplement décidé, au moment du confinement, de faire une sélection, ce qu'on appelle une curation de contenu existant. Donc, nous, on a créé aucun contenu en tant que tel et on est allé chercher les contenus qu'on estimait le plus pertinent. Alors, à qui on s'adresse? Parce qu'on dit qu'effectivement, ça s'adresse à des gens qui sont éloignés du numérique. Et on sait qu'en moyenne, c'est 20% de la population française. Donc, évidemment, on a la même proportion pour la population de Bordeaux Métropole. Parmi ces 20%, même si on a peu de connaissances fines, on sait quand même qu'il y a beaucoup de foyers qui sont équipés d'un appareil. Pas tous, mais beaucoup sont équipés d'un appareil, alors que ce soit une tablette, un téléphone portable ou un ordinateur, et de plus en plus de téléphones portables ou de tablettes d'ailleurs. Et parmi cette population, on va retrouver des jeunes, des seniors, des gens qui sont peu aisés ou d'autres qu'on appelle les CSP+, peu importe en fait, il y a une espèce de brassage parmi ces 20%. Et en fait, on sait qu'aujourd'hui, on se met au numérique, souvent parce qu'on est, entre guillemets, contraint ou on nous aide à mettre le pied à l'étrier dans nos études ou dans notre profession. Mais pour ceux qui ont une profession qui n'utilise pas le numérique, et il y en a, les professions de santé par exemple, beaucoup n'utilisent pas le numérique, ou l'artisanat, c'est pas une évidence d'utiliser le numérique à chaque fois. Bref, toutes ces professions, qu'elles soient en cours pour les populations actives, à venir ou passées pour les retraités, eh bien, en fait, ne sont pas utilisateurs du numérique. Même s'ils peuvent être équipés, ils ne sont pas utilisateurs. Et parmi ces 20%, on sait que de plus, 40% des bénéficiaires de l'action sociale sont éloignés du numérique. Donc, avec évidemment le problème de la dématérialisation du service public, on sait que c'est dramatique d'avoir cette barrière qui est difficilement franchissable. Alors, jusqu'au confinement, on va dire que c'était vraiment l'accès au droit qui posait un cruel problème à ces 20% de la population. Et puis, avec le confinement, ce que je disais dans la vidéo, il y a eu cette espèce de multitude d'injonctions de toutes parts qui disaient mais si, bien sûr, c'est simple, l'attestation de sortie, elle se trouve en ligne, mais attention, il ne faut pas se tromper parce qu'il faut aller prendre la bonne sur le site du gouvernement parce qu'en fait, il y a des fausses attestations qui circulent. Il faut faire du sport dans son salon, même enfermé dans un 20 mètres carrés, et d'ailleurs, il y a des vidéos sur YouTube, etc., etc. Et tous ces conseils, ces injonctions qui étaient communiquées de façon très bienveillante, mais malgré tout, qui étaient présentées comme si c'était une évidence que tout le monde y accède. Alors en fait, on sait très bien que pas du tout. Et ce n'était une évidence que pour peut-être 80% de la population, et encore, je pense qu'on est assez généreux, mais les 20% restants, eux, ne savaient pas. Donc, on a décidé de se regrouper. Effectivement, on peut passer à la slide d'après. Merci. On a décidé de se regrouper et de tenter, alors évidemment, sans aucune certitude, si on savait ce qui pouvait fonctionner, ça fait longtemps qu'on l'aurait créé, mais on s'est dit qu'on allait repartir des fondamentaux pour qu'un projet d'application d'une interface fonctionne. Ces fondamentaux-là, c'est quoi? C'est le fait de se dire, on va créer une équipe projet qui connaît les bénéficiaires concernés et qui maîtrise le sujet et qui ont les bonnes compétences. On va essayer de faire des ateliers de co-conception. Les ateliers de co-conception, ça passe par, on met en commun évidemment tout ce qu'on sait, on pense, on estime, et on va faire de ce qu'on appelle des allers-retours, une démarche vraiment de j'essaie, je teste auprès de ces publics-là, j'apprends en ayant testé et j'améliore. Et on fait une espèce de yo-yo comme ça, mais qui nous permet en toute simplicité et de façon très pragmatique de dire j'avance d'un pas, je vérifie que ce pas-là, il est dans la bonne direction. Et pas je fais un gros projet, une usine à gaz, et à la fin je livre, et puis finalement, c'est à côté de la plaque, personne ne va utiliser. Donc on avance comme ça, petit à petit. Je rappelle juste que c'était pendant le confinement, donc on a fait tout ça, qui est plus à distance et un petit peu beaucoup en urgence. Et donc on a fait ces ateliers-là.
on a travaillé avec une partie des publics, un échantillonnage des publics concernés. On a prototypé, c'est-à-dire qu'on a vraiment créé une interface qui était non aboutie, mais qui présentait un maximum de ce qu'on avait prévu. Et puis, on est allé, du coup, ensuite tester et on continue aujourd'hui de collecter des données qu'on appelle quantitatives, c'est-à-dire que plus il y a de personnes qui se connectent et plus on a de remontées, et mieux on va pouvoir améliorer et faire évoluer cette application. Dans notre langage de professionnels du numérique, on parle de POC ou de MVP suivant les méthodes, peu importe. Mais c'est vraiment le fait de dire c'est une première étape qui a pour vocation, et on sait très bien, à évoluer. Mais avant de tout faire, on fait un peu, on s'assure que c'est la bonne démarche, et ensuite, toujours au plus près des besoins des utilisateurs, on essaie d'apporter de nouvelles réponses. Oui, on peut passer celle-là. Voilà. Donc, on a fait effectivement toutes ces étapes-là en 3 semaines à distance. Ça a été passionnant. L'équipe qu'on a mobilisée, elle est composée à la fois de professionnels qui sont habitués et qui connaissent vraiment bien leur public et qui ont pu faire ces interfaces-là parce que eux étaient toujours en relation avec une partie de ces publics-là. Et puis, évidemment, Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux, et aussi des professionnels métiers au sens numérique du terme, c'est-à-dire une experte en ergonomie et en expérience utilisateur et un chef de projet informatique. Et puis moi, effectivement, en tant que bruit de la rue, j'ai fait la facilitation des phases de co-conception et le chef d'orchestre de tout ça. Donc, cette équipe a été très riche parce qu'il y avait des entreprises, des associations et des institutionnels. Et on a essayé de mettre tout en œuvre pour qu'on puisse avancer dans la bonne direction. Alors évidemment, il y a une partie qui a nécessité un budget et donc on a pu compter sur le soutien. Alors les Bruits de la rue, qui elles-mêmes en tant qu'association avaient été soutenues par des entreprises privées, par la mairie de Bordeaux et Bordeaux Métropole. Et cette première version de l'application a pu être livrée assez rapidement. Alors voilà, le résultat, vous l'avez sous les yeux. Cette application, donc, elle est déjà en 9 langues. Elle est en 9 langues. Dès le départ, on permet aux utilisateurs de choisir leur langue. Ils peuvent effacer ce choix-là, mais sinon, il est par défaut intégré dans ce qu'on appelle un cookie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est parfaitement transparent pour l'utilisateur. Il n'a même pas d'application à télécharger d'ailleurs, il va juste sur Internet et il tape « App t'inquiète » et il y est. Et ensuite, tous les choix qu'il va être amené à faire au départ vont être stockés de façon transparente dans son appareil. Ce qui va permettre effectivement, la prochaine fois qu'il se connecte, s'il a choisi que ce soit en turc, et ben, l'application, les contenus lui seront affichés de nouveau en turc. On a, vous le voyez d'ailleurs, il y a un petit haut-parleur en bas de l'écran, on a proposé un support vocal. Alors, pas du tout pour discuter, il n'y a pas d'interaction, un bot, comme on dit, mais c'est vraiment pour celui qui est en situation d'illettrisme, quelle que soit sa langue, la langue qu'il a choisie, ben, il y a cet accompagnement vocal, et ça lui permet d'entendre sur quelle page il est et sur quelle page il arrive, quelle rubrique il arrive dans sa navigation. Alors, cette app, elle est très simple et on a essayé, donc je vous disais au départ, on est allé chercher des contenus qui sont de qualité, gratuits, de proximité et qui sont faciles à utiliser et en fonction évidemment de leurs besoins. Et on les a rangés dans des catégories qui sont restituées de façon extrêmement visuelle et simple. Sur l'aspect visuel, je fais juste une parenthèse, mais nous, qui ne sommes pas éloignés du numérique, on a l'habitude dans notre quotidien professionnel d'utiliser par exemple des pictos. Le picto, la petite machine la petite tasse de café, par exemple, pour nous, c'est le picto de la cause, tout simplement. Et l'atelier graphique, Gaël Laruelle nous faisait remarquer qu'en fait, pour certaines cultures étrangères ou des gens en situation d'illettrisme, en fait, un picto ne va absolument pas parler à ces utilisateurs-là. La tasse de café ne va absolument pas représenter la notion de pause. Donc, il a fallu travailler sur justement ces choix de visuels pour qu'il soit le plus révélateur possible. Et quand on est allé faire des tests auprès de cet échantillon
de personnes. On les a beaucoup questionnés, on a vraiment fait évoluer ces visuels-là pour que ce soit parlant pour eux. Et donc, on a évidemment une première catégorie qui est le confinement et le Covid, tout ce qui est lié à notre on va dire, crise sanitaire actuelle. Et après, il y a des catégories comme tout ce qui concerne l'alimentation. Donc, vous avez une pomme et puis il y a le mot manger. On évite évidemment de faire des phrases. On a essayé d'avoir des mots ou des phrases très très courtes pour qu'il n'y ait évidemment pas de barrière de compréhension et que ce soit le plus large possible. Toute la partie de me soigner, la rubrique qui concerne la discussion. Et la discussion, c'est typiquement un outil comme WhatsApp qui est de plus en plus utilisé et qui est simple d'utilisation et gratuit évidemment. Tout le monde ne sait pas ce que c'est, comment l'installer, etc. Donc, on est allé creuser côté outils. Mais on a aussi abordé la discussion de j'ai besoin de discuter avec quelqu'un. J'ai besoin de parler, je suis en SOS détresse par exemple. On retrouve ici le j'ai besoin de parler à quelqu'un. En quatrième rubrique, on a toute la partie qui est de l'ordre de l'amusement, du loisir. Donc là, Interlude propose un jeu par jour et donc ça permettait effectivement pour les foyers, notamment avec enfants, d'essayer de mettre en avant des activités qui changent d'un jour à l'autre. Mais il y a aussi des jeux intellectuels type mots croisés, sudoku, etc. Il y a beaucoup de contenus qui concernent des MOOC, ce qu'on appelle, donc ce sont des contenus vidéo de l'université pour apprendre de nouvelles choses. Il y a des documentaires animaliers qui peuvent intéresser autant les jeunes que les seniors. Enfin voilà. Donc il y a plusieurs catégories de contenus qui sont autour du loisir et de l'amusement. La cinquième rubrique, elle est très importante. Celle-là, elle n'est pas encore complètement aboutie. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire avec ça. Mais c'est une rubrique qui est ma journée, mon planning. Pendant le confinement, ça a été très difficile, même pour les personnes les plus, on va dire, stables et les moins fragiles, de se rendre compte de quel jour on était, quelle heure on est. Voilà, on était tous un petit peu perdus. Et là, effectivement, on a essayé dans cette catégorie déjà d'afficher tout de suite on est tel jour, telle heure, et de proposer ensuite une espèce de guide. Tiens, c'est le matin, là il faut peut-être que je fasse mon petit exercice physique. Donc là il suffisait de cliquer puis ça renvoyait vers une vidéo YouTube d'un sport quelconque doux à faire dans son salon. Et puis après il y avait tiens, il faut que j'aille faire quelques courses. Où est-ce que je peux trouver un magasin ouvert, ou alors où est-ce que je peux trouver une distribution de panier repas, et puis après des idées de recettes. Voilà, donc il y avait beaucoup de choses qui étaient agencées autour de cette rubrique de mon planning. Les deux dernières rubriques, alors vous avez évidemment tout ce qui concerne les urgences, que ce soit le 112, les pompiers, le SAMU, SOS suicide, etc., etc. Mais vous avez aussi une rubrique qui s'appelle Mes informations. Alors, Mes informations, je vous disais qu'au départ, il n'y a pas la nécessité de télécharger une application et de se connecter et de se souvenir, qui plus est, de son compte et de son mot de passe. Donc ça n'est absolument pas lieu d'être. Mais il y a quand même des informations type le choix de la langue qui sont donc stockées dans un cookie, donc de façon transparente, mais qu'on peut y accéder et on peut évidemment les effacer. Et puis, dans cette rubrique-là, on a souhaité aussi, d'ores et déjà, intégrer la possibilité d'enregistrer le numéro de son médecin traitant. En cas de problème, en cas de question, et notamment lié au Covid, mais pas seulement, voilà, on s'est dit que c'était quelque chose de pratico-pratique que de proposer en un clic, puisque c'était déjà renseigné une bonne fois pour toutes, de pouvoir joindre son médecin traitant. Et en cas, évidemment, d'absence de médecin traitant ou de non-disponibilité, eh bien, on a aussi la possibilité d'appeler le SOS médecin, ou après on monte en crescendo et puis ça peut aller jusqu'à l'appel au SAMU. Donc on a remis plusieurs fois comme ça des contacts et des contenus qui peuvent être importants, et on essaie de simplifier au maximum l'utilisation d'un appareil numérique avec les contenus qu'on peut trouver à l'extérieur ou en fonctionnalité sur l'appareil. Voilà.
Alors, cette application, donc, elle est soit accessible en saisissant app.tinquiète.fr dans son URL, alors Safari, Internet Explorer, Google Chrome, ce qu'on veut, ou alors en scannant ce petit code barre là. Elle est évidemment gratuite. Il n'y a aucune donnée que nous conservons, puisque les seules données conservées sont stockées sur l'appareil de l'utilisateur. Il n'y a pas besoin de se créer son compte. Et de nouveau, je reprécise que tout est traduit en 9 langues. Alors, la question qui reste en suspens, et c'est aujourd'hui pour cette raison que nous sommes tous ensemble, c'est le « et après ». On avait besoin, je vous disais, de faire cette première interface simple, mais pas simpliste, pour que déjà, on puisse tester et voir si les gens la trouvaient bien. Les premiers retours de tests qu'on a eus, alors ils ont permis d'améliorer, c'est ce que je vous disais par exemple sur les pictos, mais aussi par exemple quand on préenregistrait le numéro de téléphone du CCAS ou de la CAF par exemple, dans les appareils mobiles, on a l'habitude de mettre un +33 pour préciser que c'est en France. Et en fait, comme le numéro s'affiche avant que l'appel se fasse automatiquement, eh bien, les personnes qui sont éloignées du numérique, ou tout du moins certaines, ont eu peur et se sont dit que ça devait être un numéro surtaxé. Donc, on a enlevé ça. Voilà, donc c'est des petites améliorations comme ça dans l'usage qu'on a commencé déjà à récolter et puis qui nous ont permis de corriger et de modifier un certain nombre de choses. Mais bien évidemment, il y a beaucoup de fonctionnalités de contenu qu'il faut maintenant intégrer dans cette application. Il y a peut-être des contenus qui ne sont pas ou peu utilisés, mais il y a surtout des fonctionnalités qu'on aimerait rajouter. Et là, effectivement, on a une liste de contenus qu'on avait déjà pré-identifiés pendant les ateliers de co-conception, que je me permets juste de vous lire, et puis après on va pouvoir en discuter. Il y avait la possibilité de poser une question à un institutionnel, que ce soit son élu, que ce soit une personne du CCAS ou son médiateur social, que ce soit une personne de la CAF, pour l'emploi, etc. Ensuite, il y a une autre fonctionnalité qu'on a écartée, qui est pour l'instant, qu'on n'a pas priorisée plutôt, c'est dans le profil. Le profil, c'est compliqué, ce terme profil ne parle pas à tout le monde. On s'était dit, si on met moi, bon, est-ce que ça va parler ou pas? Mes informations, est-ce que ça parle ou pas? C'est pas évident. Et donc, dans les pistes qu'on avait évoquées, on s'était dit, tiens, ce serait peut-être bien qu'on propose à la personne de se créer une sorte d'avatar, c'est-à-dire une petite silhouette, quelque chose de très, très simple. Mais la personne choisit plutôt jeune, plus âgé, femme, homme, couleur de peau. Et que cette silhouette-là, ce soit en fait le visuel qui représente cet accès au profil et à toutes les informations qui vont être de plus en plus riches. Voilà. Ensuite, il y a évidemment tout ce qui est géolocalisation. Vous connaissez, j'espère tous, le guide que la ville de Bordeaux a sorti sur les lieux ressources numériques. Et on avait évoqué le fait que ça pourrait être vraiment pratique sur cette app Tinquiète de se dire, puisque je suis géolocalisé et que là, je dis que j'ai besoin de me rendre à la CAF ou que j'ai besoin d'aller scanner un document, où est-ce que je peux me rendre, qu'est-ce qui est ouvert et le plus proche et qui me guide. L'application me guide après jusqu'à ce lieu-là. Donc, l'intégration, en fait, de toute cette richesse de contenu et de services que la mairie de Bordeaux a déjà. Ensuite, il y avait tout ce qui est, là, Mathieu, je vais pouvoir laisser la parole, et tout ce qui concernait l'emploi. Voilà, donc ça, c'est les premières pistes qu'on a évoquées. Et je veux bien, Mathieu, que tu commences à me donner ton retour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente rapidement. Mathieu de Liège. Je suis chef de projet territorial sur le quartier Bordeaux Sud au sein de la direction du développement social urbain de la ville de Bordeaux, donc qui est la direction qui met en œuvre la politique de la ville sur les 6 territoires prioritaires bordelais. Et donc, j'interviens moi sur les 2 secteurs Saint-Michel et Carl Vernet.
Donc, je suis loin d'être un spécialiste du numérique. Simplement, j'ai pu travailler sur ces 2 dernières années avec notamment avec Gilles Massini sur le quartier Carl Vernet autour d'une expérimentation sur le quartier Carl Vernet autour d'une une expérimentation sur l'inclusion numérique. Voilà, l'idée c'était de pouvoir permettre de donner aux habitants de ce quartier un accès au numérique en intervenant à la fois sur le plan matériel, mais aussi sur tout ce qui relève de la formation des habitants et des professionnels, et enfin en travaillant aussi sur les risques liés au numérique. Je fais un peu de teasing pour un atelier qui aura lieu demain et donc que j'animerai demain à 12h30. Voilà. Mais pour revenir donc sur l'application T'inquiète, mon rôle en fait dans le groupe projet a été et continue d'être de mobiliser avec mes collègues de ma direction les partenaires des territoires prioritaires, puisqu'on sait que sur ces quartiers-là, les habitants sont encore plus impactés par la fracture numérique, donc partent peut-être de plus loin encore que sur les territoires non prioritaires. Mais pour autant, on sait qu'on a sur ces quartiers beaucoup de structures, notamment associatives, mobilisées et qui sont vraiment moteurs et très en lien avec les habitants de ces quartiers. Donc, on a souhaité, pour continuer à faire évoluer cette application, pouvoir créer et on va dire inviter à notre équipe projet 2 nouveaux partenaires associatifs qui pourront nous faire bénéficier de leur expertise d'usage. Et pouvoir aussi, du coup, de par leur proximité avec les habitants, être vraiment relais sur les améliorations, les évolutions à apporter. Du coup, ça, dans la présentation, c'est quelque chose qui apparaissait évidemment. On avait autour de la table déjà des acteurs associatifs mobilisés, une maison de quartier, l'association Interlude, l'association Atelier Graphite. Mais l'idée, c'est de continuer finalement, chemin faisant, à inviter de nouveaux partenaires et de manière à ce qu'ils puissent nous faire profiter de leur expertise. En tant que justement acteur non spécialiste du numérique, mais bien spécialiste du lien avec les habitants et les habitants de ces quartiers. Donc ça fait partie un petit peu des pistes d'évolution, enfin ou du moins des modalités de travail qu'on souhaite maintenir autour de cette application, à savoir une équipe projet pluridisciplinaire et composée d'acteurs de terrain. On pourrait aussi tout à fait imaginer développer un groupe d'usagers qui pourraient de manière plus directe nous faire part de leur retour. C'est un petit peu ce qu'on a déjà initié avec le groupement d'intérêt public Bordeaux Métropole Médiation, donc qui intervient avec des médiateurs sociaux sur les 6 quartiers prioritaires bordelais, et qui a déjà commencé à questionner dans le cadre du déploiement de l'application les habitants avec lesquels ils sont en contact. Donc encore une fois, l'idée c'est être être le plus près possible des bénéficiaires, des usagers finaux, et pouvoir quasiment au quotidien récolter des avis et des retours pour améliorer encore une fois chemin faisant cette application. Des retours qu'on a pu avoir, alors ça reste encore très très partiel puisqu'on est sur une application qui n'a pas été encore complètement déployée et dont la campagne est pas encore complètement terminée. On peut déjà voir que la question de la langue, puisque c'était vraiment un parti pris de pouvoir traduire cette application et des contenus en plusieurs langues. C'est quelque chose qui plaît beaucoup, en tout cas qui fonctionne, puisqu'on est sur des quartiers aussi où on a une diversité de langues qui est pratiquée au quotidien. Donc c'est quelque chose qui favorise évidemment l'appropriation de cette application et donc sa diffusion sur ces quartiers. Maintenant, on voit que c'est très perfectible, puisque on a en tout cas initialement on s'est appuyé sur on va dire une traduction assez basique. Il me semble que c'est sur du Google Traduction, ou en tout cas ce sur quoi on a pu s'appuyer, on va dire le plus simplement dans un premier temps.
aussi dans le souci de pouvoir répondre à un cahier des charges et à des délais assez contraints. Maintenant, on constate assez rapidement que ça a ses limites, puisque on est sur des traductions qui sont pas tout à fait exactes et sur lesquelles, en tout cas, il faudra certainement revenir. Mais c'est vrai que cet effort-là de la traduction en 9 langues, c'est quelque chose qui vraiment a bien fonctionné. Donc là-dessus, on a encore du boulot à faire, c'est certain, mais on va essayer d'approfondir ça. Sur la question des contenus, maintenant, vraiment le parti pris, c'était celui de limiter les contenus qui sont proposés sur l'application. Je pense notamment à tout ce qui relève des activités proposées à Bordeaux, des activités culturelles, sportives. Il y avait vraiment cette idée de pouvoir non pas partir sur l'exhaustivité, mais bien sélectionner quelques contenus, quelques activités de qualité et gratuites, puisque ça faisait aussi partie du cahier des charges. Et on se rend compte que ces filtres, qui sont à appliquer finalement à toutes les activités qu'on va pouvoir retrouver, par exemple sur le site de la ville, qui vont être listées de manière exhaustive. Ces filtres, ils sont là aussi à affiner en fonction des envies et des demandes des utilisateurs de l'application. Et là encore, c'est quelque chose qui progressivement va s'affiner avec des retours réguliers et notamment les retours qu'on pourra avoir des médiateurs, mais aussi des associations partenaires. Voilà un petit peu ce que je peux en dire sur les évolutions à venir. Encore une fois, on est sur une application dont la campagne a été la campagne de déploiement a été assez courte et perturbée aussi par un calendrier électoral. Donc on va aussi travailler évidemment au déploiement et tout simplement à la présentation de cet outil-là à la nouvelle équipe municipale et évidemment pouvoir continuer à avancer de cette manière-là. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur les évolutions à venir. Et puis on parlait de l'emploi tout à l'heure, sans pouvoir être très précis sur ce qui pourrait être proposé. La volonté, c'était de pouvoir proposer une application justement pas spécialisée, mais plutôt une application généraliste qui permette finalement aux personnes d'accéder à des informations claires et clarifiées. Mais justement des informations qui recouvrent un petit peu l'ensemble des champs de leur vie quotidienne. Donc là encore, ça veut dire que en termes de thématiques, certainement on aura des choses qui pourront s'élargir un petit peu. On avait essayé de sélectionner avec les partenaires, et l'équipe projet, ce qui nous semblait être les principales thématiques. Vraiment les thématiques du quotidien, mais là encore, c'est des choses, ces rubriques-là pourront être amenées à évoluer, tout en gardant à l'esprit qu'on veut éviter l'effet usine à gaz et on veut justement pas se lancer sur 10-15 rubriques, mais plutôt quelque chose d'assez restreint et de qualité et encore une fois quelque chose de clair et accessible. Merci Mathieu. Je vous reposerai pas mal de questions. J'ai présenté de ma part, donc je m'appelle Gilles Massy, je suis en charge de la solidarité numérique à Bordeaux Métropole. À ce titre, je travaille sur l'ensemble des dossiers d'évolution, bien sûr, et j'ai été appelé par Hélène, avec qui j'ai travaillé depuis des années par ailleurs, sur ce projet-là, un petit peu à titre personnel. Je voudrais, Hélène, que tu nous parles, parce que tu es assez rapidement dessus. Mais voilà, je voulais que tu reviennes un petit peu sur l'étrangeté en fait de cette application qui s'est en fait réalisée très rapidement avec des budgets somme toute très restreints et dans une rapidité qui est quand même assez déconcertante pour en fait pouvoir être opérationnel au bout de quelques semaines. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait, qu'est-ce que c'est cette fameuse co-conception que tu as mis en place et comment ça s'est passé? Je trouve que c'est une expérience pour ma part très intéressante.
intéressantes. On met souvent des mois et beaucoup de budget pour développer des applis. Et celle-là, en fait, a été très bien faite rapidement et sans un gros budget. Alors, merci déjà. En fait, alors bon, ça c'est parce que évidemment l'association Les Bruits de la rue est une activité bénévole pour moi. Donc je vous disais que je travaille depuis 20 ans dans le numérique et une de mes spécialités c'est justement cet atelier de co-conception. Alors c'est quoi? En fait c'est passionnant parce qu'il n'y a jamais besoin de technologie pour concevoir ensemble des nouveaux services ou nouveaux produits numériques. Il faut juste du bon sens et les bonnes méthodes. Voilà. Et là, en l'occurrence, c'était un super enjeu parce qu'il y avait d'une part, effectivement, on était tous à distance. D'autre part, l'équipe qu'on avait constituée, même si on se connaissait, il y avait au moins un qui connaissait quelqu'un, mais tout le monde ne se connaissait pas, donc il n'y avait pas cette notion d'équipe soudée déjà à la base. D'ailleurs, il y en a un que je n'ai toujours pas vu en vrai, depuis le déconfinement. Et vous tous, vous n'étiez pas habitués à ces méthodes-là. Et donc, je vous ai pris, entre guillemets, au pied levé et je vous ai imposé ces ateliers-là. Alors, en fait, ces ateliers, c'est des rendez-vous de 2 heures. Il y en a eu 5 ou 6, d'ailleurs, je ne sais plus. 5 ou 6. Donc, en fait, en 5 ou 6 fois 2 heures, on est arrivé, effectivement, déjà, premier atelier, c'est à qui on s'adresse? Qui sont ces gens? À qui on a envie de s'adresser? Parce qu'évidemment, au même titre qu'on ne parle pas d'exhaustivité des contenus, on n'a pas vocation à s'adresser à tout le monde. On essaie de s'adresser à des gens à qui on peut répondre. Mais qui ils sont, qu'est-ce qu'ils attendent, comment ils fonctionnent, comment ils sont équipés, etc. Donc tout ça, on a travaillé pour pouvoir se mettre à leur place. Et pour se mettre à leur place, on est passé par ce qu'on appelle des outils d'empathie. Une fois qu'on avait choisi à qui on avait envie de s'adresser et qu'on avait compris à peu près ce qu'ils attendaient, là, ensuite, on a fait des exercices, des ateliers de créativité. C'est-à-dire qu'on s'est dit, idéalement, qu'est-ce qu'on aimerait leur proposer comme contenu, comme solution. Et puis, petit à petit, on est passé idéalement à qu'est-ce qui est faisable et jusqu'à ce qu'on puisse prioriser l'ensemble des contenus et des fonctionnalités qu'on voulait leur faire développer. Et après, en fonction du budget qu'on avait réussi à obtenir, on a continué d'affiner cette priorisation et donc on a créé l'App T'inquiète. Donc en fait, on va dire 7-8 jours avec des ateliers, 5-6 ateliers de 2 heures, un par jour, on a créé, on va dire, un prototype. Et ensuite, on a fait faire le prototype au sens maquette. Je suis allée tester auprès de gens extraordinaires et grâce notamment à la Maison du Tozin et au GIP Bordeaux Médiation, on a réussi à s'adresser parmi notre cible à des gens qui étaient complètement différents. Il y a eu 2 familles des aubiers issus de l'immigration. Il y avait un foyer de professionnels de santé non utilisateurs du numérique. Il y avait une dame, une senior qui vit seule à Belle, et il y avait un monsieur qui est artiste-conteur et qui s'occupe seul de son enfant, d'un ado. Voilà, donc on a eu des profils extrêmement variés, ce qui nous a permis justement d'obtenir cette richesse des retours. Et avec ces retours-là, on a pu faire développer l'interface, pareil, dans un temps assez court. Merci aux développeurs qui ont travaillé pas mal le week-end aussi, et inclus les traductions. Et pour finir, pour avoir l'interface. Et après, grâce toujours aux acteurs de proximité qui avaient commencé à travailler avec nous, qui avaient participé à cet atelier, ils ont pu commencer une première étape de déploiement et continuer d'obtenir des retours très riches pour qu'on puisse améliorer au fur et à mesure. Voilà. Merci. Tu peux nous dire, parce qu'il y a des questions qui sont posées en ligne là-dessus, le coût, les délais, le temps de conception, très rapidement. Alors, donc, nous avons, je vous disais, il y a eu 5 ou 6 ateliers de 2 heures répartis, un atelier par jour pour la co-conception. Ensuite, il y a eu 3-4 jours de maquettage.
Après, il y a eu les tests utilisateurs et après, il y a eu une grosse semaine de développement. En tout, il y a eu, parce il y a des étapes qu'on a essayé de commencer en chevauchant, en fait, l'étape d'avant. Bref, en 3 semaines, on avait livré. Pour le côté budget, il y a eu un financement de 5 000 € de la mairie de Bordeaux, un financement de 5 000 € par les partenaires entreprises privées des Bruits de la Rue et 10 000 € de Bordeaux Métropole. Voilà. Merci bien. Je pense que c'est important aussi de dire ça parce que c'est quand même assez exceptionnel d'arriver à faire aussi vite et aussi peu cher une application de ce type, de la qualité de T'inquiète. Je me posais la question. En fait, ça a été fait pour répondre à une demande urgente pendant le confinement. Est-ce que ça a un sens maintenant, post-confinement, de continuer à développer cette application ou est-ce qu'elle est vraiment très spécifique pour des crises de ce type-là? Alors, j'aurais tendance à dire qu'elle commence à être primordiale dans des crises comme celle qu'on a vécue, ça c'est sûr. Idéalement, avec du recul, on se dit il aurait fallu la faire avant, la tester avant, la déployer avant pour être prêt pendant le confinement. Et rien ne nous dit qu'on ne sera pas amené de nouveau à avoir des activités, des commerces fermés, des pandémies X ou Y. Donc ça, on va dire, c'est la base. Maintenant qu'on l'a, il ne faut surtout pas la perdre pour ces moments-là. Mais de toutes les façons, force est de constater que le fait de faire son pilates ou son yoga dans son salon gratuitement, ça peut être important. Le fait de rompre l'isolement pour pouvoir communiquer avec son voisin ou mamie Jacotte qui est à 300 km gratuitement, se voir, se parler, s'envoyer des photos, c'est pareil. Ça, confinement ou pas confinement, de toutes les façons, c'est nécessaire. De savoir où est-ce que je peux aller sur le site de la CAF et pas me tromper et risquer de tomber sur un faux site ou un phishing divers variés, c'est important aussi. Le fait de savoir où sont les distributions de paniers repas gratuites parce que j'en ai besoin aujourd'hui et j'ai pas forcément envie d'appeler 12 personnes pour accéder à l'information, c'est pareil. Donc en fait, cette simplification, on va dire, de la magie et de la richesse d'informations sur Internet, cette simplification-là, je pense, quoi qu'il arrive, que c'est une réponse pour montrer à certains de ces publics éloignés du numérique que le numérique n'est pas une contrainte uniquement pour accéder à son RSA ou son Pôle emploi. Il y a aussi des choses qui sont sympas, qui sont intéressantes, qui sont pratiques, qui sont ce qu'on veut, mais qui ne sont pas des contraintes, entre guillemets, pour accéder à un droit. Et je suis intimement convaincue que on va faire des allers-retours, on va améliorer, on va faire vivre cette application, mais je pense que c'est vraiment une des bonnes voies pour faire en sorte de débroussailler ça, de dédramatiser et de dire aux gens, regarde, on va commencer par 3-4 contenus qui sont pratiques pour vous. Vous allez voir, vous allez trouver ça simple et sympa. Et peut-être que là, on va lever un certain nombre de barrières et c'est non négligeable pour nos sujets. D'accord. Et dans cette levée de barrières, est-ce que, je peux poser la question à Mathieu, puisqu'il est vraiment sur le terrain, est-ce que, d'après toi, Mathieu, les travailleurs sociaux se sont emparés de cette application pour la diffuser auprès de leur public? Grosso modo, quel a été sur le quartier le fil en fait de communication de cette application, qui est quand même au final faite pour les personnes en difficulté et pas pour les travailleurs sociaux directement, bien que. Alors, à notre niveau, ce qui a été fait, c'est que cette application a été présentée et partagée avec, comme on le disait tout à l'heure, les médiateurs de quartier et également les associations qui interviennent sur les 6 quartiers prioritaires bordelais. Maintenant, d'un point de vue, si tu parles des travailleurs sociaux qui interviennent au sein des institutions, par exemple le CCAS ou les MIS, c'est un travail qui reste à faire pour le coup. Mais ça pourrait être tout à fait intéressant de former ces professionnels à la prise en main de l'application de manière à ce qu'eux-mêmes puissent la relayer et la prescrire entre guillemets au public avec lesquels ils travaillent. Est-ce qu'il y a eu une analyse qui a été faite jusqu'à présent des utilisateurs de T'inquiète? Où sont-ils? Pourquoi se sont-ils connectés? Qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on a des retours déjà de ce type?
Alors, je fais un premier élément de réponse, après Mathieu peut compléter s'il a les infos. Nous, aujourd'hui, puisqu'on n'a pas du tout accès aux données personnelles des gens, nous n'avons accès qu'au nombre de connexions. Donc, combien de personnes se sont connectées et ont utilisé T'inquiète, et après combien de personnes reviennent régulièrement. Donc là, on en est à un peu plus de 200, ce qui est déjà bien, je trouve, puisqu'il n'y a pas de communication. Donc, pas mal. Et merci aux médiateurs et aux acteurs sociaux de terrain de faire le relais. Après, c'est justement, c'est d'abord auprès de ces interlocuteurs-là, qu'on va pouvoir mieux comprendre auprès de qui ça a pris, qui est intéressé, qui le réutilise de son côté. Et ça fait partie du programme des prochains jours avec Mathieu. Oui, je me doute que les problèmes de communication sont jamais simples. Oui, Mathieu, tu voulais rebondir? Non, j'allais tout simplement dire que les attentes, nous qui nous sont remontées, concernent beaucoup l'actualisation en fait de certaines rubriques. Donc c'est vrai que c'est aussi ça qui va permettre de faire vivre ce site-là et de générer du flux sur l'application. Et pendant que vous parliez tous les deux, je me disais aussi que comme on a en tête de faire évoluer cette rubrique planning et qu'on aimerait bien que les acteurs de terrain soient utilisateurs de l'appli, pas uniquement pour faire le relais de notre sujet, mais plutôt qu'ils s'approprient l'objet, peut-être qu'il faut y envisager que la prochaine évolution, ce soit le planning et que peut-être que eux puissent intégrer dans le planning de leurs interlocuteurs des rendez-vous, des étapes à ne pas manquer. Je sais pas moi, le dossier Amélie ou je ne sais quoi, ou parce qu'ils ont discuté d'une réunion de quartier ou d'un concert à venir ou je ne sais quoi, que eux puissent rajouter dans le planning individuel et personnalisé des rendez-vous. Voilà. Voilà, c'était une idée comme ça là qui me venait pendant que vous parliez tous les deux. D'accord. Et du coup, parce que c'est aussi le sens de l'atelier, c'est aussi une version 2 de T'inquiète. Voilà, c'est une application pour le moment qui est typiquement bordelaise. Ou quasiment. J'ai l'impression que les informations, elles viennent exclusivement ou presque de Bordeaux. Est-ce que vous pensez porter l'application à un niveau métropolitain? Et à ce moment-là, avec toute la difficulté de nos 28 communes, comment vous pensez mettre en œuvre dans les mois à venir cette fameuse version 2 là que nous attendons tous et sur lequel j'imagine qu'il y a pas mal de travail. Alors aussi bien sur une version 2 en termes de fonctionnalité, mais aussi en termes de périmètre. Et donc, qui dit de périmètre dit aussi de contenu. En fait, ça fait partie des fonctionnalités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on ne demande pas aux gens de renseigner leur adresse, donc ni leur quartier, ni leur ville. Et donc effectivement, quand on leur propose de contacter le CCAS, de fait, il a bien fallu qu'on en choisisse un. Et il va falloir qu'on élargisse effectivement cette notion de profil, sans que ce soit rédhibitoire non plus pour nos interlocuteurs, mais en enrichissant le profil, on va pouvoir récupérer les adresses, qu'elles soient encore une fois exhaustives ou qu'elles soient juste à l'échelle de quartier, et que derrière, on puisse afficher non pas le seul numéro du CCAS, mais le numéro du CCAS qui correspond au lieu d'habitation. Voilà, donc c'est ce genre de contenu, et c'est là, en fait, parce que c'est pour ces contenus-là, en fait, que c'est que bordelais. Après, tous les autres contenus s'adressent autant aux Bordelais qu'aux Pessaquais ou autres. Mais effectivement, sur les interlocuteurs, on n'avait pas le choix, on a choisi en priorité Bordeaux. Mais il va falloir impérativement que ça évolue. D'ailleurs, dans ce sujet-là, parce qu'on a la chance d'avoir des interlocuteurs aussi de la France entière qui nous écoutent, on me demande aussi si en fait il y a un copyright sur l'application ou si ça rentre dans ce qu'on appelle les communs et si en fait cette application peut être réappropriée par, je sais pas moi, on va dire Brest, mais ça peut être Rennes ou Strasbourg ou un secteur plus rural du fin fond des Cévennes. Alors, il y a l'architecture, la base, et évidemment, toutes les stades de co-conception, celles-ci sont en Creative Commons, bien sûr. Après, je n'ai pas le chiffre, parce qu'on n'a même pas évoqué d'ailleurs en tête,
Mais de toutes les façons, c'était bien prévu auprès de l'équipe de développeurs que on va dire que le tronc commun puisse être dupliqué et que du coup, il n'y ait qu'un travail beaucoup plus léger, donc moins onéreux, pour après le changer de territoire. Voilà. Très bien, il nous reste presque une dizaine de minutes. On a encore quand même quelques questions que je vais vous livrer sans les avoir filtrées comme j'ai pu faire tout à l'heure. Alors, celle-là, pensez-vous que dans le cas d'une personne qui n'a pas de médecin traitant, on puisse ajouter un accès annuaire santé Amélie.fr? Alors, il y a des questions et qui relèvent de la santé. On me demande aussi est-ce que ça donne accès par exemple à Doctolib ou à des applications de ce type-là. Enfin voilà, quels sont le volet santé en fait de l'application T'inquiète? Sur le volet santé, c'est un sujet dont on a J'ai plus le son. Je n'ai plus de son. Peut-être un petit problème technique. C'est chez toi, Hélène, apparemment, qu'il y a un petit problème. Peut-être essayer de rebondir, de prendre un petit peu de temps en posant les questions plutôt pour Mathieu. Mathieu, si tu m'entends, je ne sais pas si tu es là, et on ne t'entend toujours pas. En fait, une question qui est très pointue, en fait, c'est pourquoi demander l'âge et la situation familiale avant de démarrer l'appli? Alors, l'idée première de l'âge et la situation familiale, c'était justement de pouvoir peut-être, alors à terme, en upgradant, on va dire, l'application, pouvoir proposer des contenus ciblés en fonction de ces informations-là. Pour l'instant, c'est pas le choix qui a été fait et on n'est pas allé jusqu'à ce degré-là du développement de l'application, mais en tout cas, c'est une possibilité qu'on voulait se laisser. Peut-être, pourquoi pas, dans les mois à venir, pouvoir davantage affiner et encore une fois cibler davantage les contenus proposés aux usagers. Je ne sais pas, on a toujours pas récupéré Hélène apparemment, enfin, moi je ne l'entends pas. On a aussi une question sur, alors je ne sais pas si Mathieu tu peux y répondre. Est-ce que le groupe là, l'ensemble des porteurs, y compris les bruits de la rue, ont pensé à travailler avec, par exemple, avec les bibliothèques ou avec les CCAS ou avec des structures comme ça un petit peu établies et qui permettraient du coup de diffuser l'information ou de la faire connaître ou éventuellement de l'enrichir? Ou est-ce que ça fait aussi partie des chantiers à mener, voilà, des chantiers un petit peu longs et... Quand tu dis diffuser l'information, tu veux dire déployer ce nouvel outil? Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est aussi une des missions des médiathèques que d'apporter, que d'enrichir du contenu d'information, tous azimuts. Et je pense que c'est en dehors de l'aspect social, purement social de l'application, vraisemblablement les bibliothèques ont aussi un rôle à jouer. D'autant que les bibliothèques, et on le verra parce qu'il y a un atelier qui porte là-dessus, les bibliothèques ont aussi de plus en plus un rôle dans l'inclusion numérique. Enfin, ils sont partie prenante et même plus que ça. Bien sûr. Hein. Aujourd'hui, on a eu, comme on le disait tout à l'heure, une campagne, un déploiement qui a été, on va dire, relativement confidentiel. On aurait souhaité, on va dire, faire ça de manière bien plus large et s'appuyer sur davantage d'acteurs. Donc oui, bien sûr, pourquoi pas s'appuyer sur ces acteurs-là qui sont des partenaires d'ailleurs, qui font partie de nos partenaires au quotidien sur ces quartiers, mais aussi ailleurs, pour déployer l'application. C'est en tout cas, ça pourrait tout à fait faire partie de la stratégie de déploiement dans les semaines à venir. Voilà, je reprends la parole. Je ne sais pas si on va retrouver Hélène, j'espère. Un petit problème technique, mais ça, on ne serait pas dans la fracture numérique s'il n'y avait pas des petits problèmes techniques. Je me posais la question aussi sur les contenus. Il
il y a des contenus qu'on appelle faciles à lire et à comprendre. Il y a même un acronyme, FALC. Est-ce que c'est intégré dans l'application T'inquiète, ou est-ce qu'on est parti sur d'autres réflexions sur l'ergonomie du produit? Alors non, le FALC n'a pas été pris en compte dans le cahier des charges. Ça n'a pas fait partie des préconisations, en tout cas, de l'intégrer. D'accord. Et on a retrouvé Hélène, tant mieux. Juste en revanche, dans les contenus que nous avons sélectionnés, ça a été un des critères. C'est-à-dire que quand il y avait, par exemple, sur le site du gouvernement, sur les conseils Covid et confinement ou déconfinement, quand il y avait ces contenus-là, faciles à lire et à comprendre, c'est ceux-là vers lesquels on pointait et pas les contenus très, très, très riches en images et en texte. Voilà. D'accord, ah oui. J'imagine qu'il va falloir beaucoup d'énergie et donc beaucoup de temps et donc beaucoup de personnes ou tout au moins de partenariats pour continuer T'inquiète. Hélène, c'est qui pour toi les partenaires privilégiés? Avec qui tu vas, quand je dis tu, avec qui votre groupe va travailler à l'avenir pour faire évoluer le produit? Alors, je vais faire une réponse de Gascon, j'en suis désolée, mais elle est vraiment sincère, avec tous ceux qui en ont envie, tous ceux qui sont motivés pour faire avancer ce projet-là et faire en sorte, encore une fois, on n'a absolument pas la prétention de se dire qu'on va s'adresser à tout le monde, on n'a pas la prétention de se dire qu'on va résoudre la fracture numérique. En revanche, on est quand même bien convaincu qu'on est une des pierres de l'édifice. Et du coup, tous ceux qui ont envie de participer à ce projet-là sont les bienvenus, que ce soit en donnant des conseils, des remontées terrain, en faisant le déploiement sur place, en finançant tout ou partie d'une fonctionnalité, en mettant la main à la pâte en design ou en ce qu'on veut. Enfin, tout le monde est le bienvenu parce que c'est un des éléments pour que ça avance. D'accord. J'ai une petite. On va vers la fin de l'heure. Là, c'était très intéressant. J'ai une petite question qui m'est arrivée un petit peu au début et que j'avais peut-être passé. C'est sur la mise à jour des informations et il y a un petit sous-titre. C'est utilisez-vous le SoliGuide, la fameuse application qui a été mise en place par l'association Solinum, qui a pas les mêmes orientations tout à fait que T'inquiète, mais sur lesquelles il y a aussi un nombre d'informations extrêmement intéressantes et très fines et de manière très factuelle sur notre territoire. Est-ce qu'on a pu travailler? Est-ce que vous avez pu travailler avec eux? Est-ce qu'il y a un échange d'informations qui est prévu? Pas du tout à ce stade. Pas pendant les ateliers de co-conception, parce qu'ils n'en faisaient pas partie. Mais oui, bien sûr. On avait juste, pendant nos ateliers, évidemment, on a identifié quels étaient les sites, les guides, les contenus, les structures qui pouvaient déjà apporter un certain nombre de réponses. Et les réponses apportées par SoliGuide sont très pertinentes, indéniablement, mais ne faisaient pas partie de notre priorisation de contenu et de fonctionnalité. Mais évidemment, l'objectif, c'est pas, en revanche, de faire un deuxième SoliGuide, pas du tout. Mais s'il y a des contenus dont on a besoin, qui s'adressent à nos cibles et qu'on pourrait intégrer pour relayer vers SoliGuide, oui, bien sûr, évidemment. Bon, écoutez, voilà, on arrive vers la fin. Merci beaucoup Hélène, merci beaucoup Mathieu de tout ça. Il est 17h, tout rond. Je vous donne rendez-vous dans les prochains jours entre soit midi et demi, soit les deux. Regardez le programme, c'est très très riche. Et aussi à toutes nos sessions d'ateliers participatifs ou coopératifs qui auront lieu de 16h à 17h. Ainsi que évidemment à notre conférence de clôture et au quiz aussi. Vous verrez, le quiz est assez intéressant. Il n'est pas trop facile. Il faut peut-être aller chercher un certain nombre de résultats. Et il y a quand même des ordinateurs à gagner. Ces ordinateurs recyclés, bien sûr, mais de très bonne facture et avec des garanties qui vont bien. Et donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à demain. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée.